Et si on vous garantissait la qualité, la fiabilité, la sécurité, mais sans payer plus cher? Avec Surplus Moto, privilégiez une réparation durable et redonnez vie à votre deux roues. Plus de 150 000 pièces d'origine testées et contrôlées, disponibles sur surplusmoto.com. Votre programme avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Power Sport News numéro 14. Avec nous sur le plateau de Power Sport News, Éric Deseine. Salut Éric. Oui, bonjour à tous. Éric Deseine, président du board de Yamaha Europe, président de l'IMMA, association de moto internationale. Oui, l'association qui dépend des Nations Unies et qui regroupe vraiment tous les intérêts industriels, mondiaux des constructeurs. Un grand foutoir qu'on essaye d'organiser pour le bien des clients et surtout des réglementations qui soient le plus utiles possible. Merci Eric, bienvenue à toi sur le plateau pour t'accueillir Pascal Tomec, comme à chaque émission de Motul. Pascal, c'est un honneur d'avoir Eric avec nous. Oui, parce que c'est une culture de la route, une culture sportive et une culture tout court, quoi. Multifonction, multiculture moto. Eric, on a une petite tradition dans Power Sport News, c'est de lancer l'émission. Qui dit compétition dit tour de chauffe, qui dit émission dit sommaire. Bravo. Une émission ce mois-ci assez exceptionnelle puisque nous recevons pour la première fois sur le plateau de Power Sport News une des personnalités les plus influentes dans l'univers de la moto et de la compétition en France, monsieur Éric Deseine. Responsable de nombreuses années de Yamaha en Europe, il vient d'écrire un livre légendaire où il retrace 40 portraits de champions moto, d'Agostini à Quartararo. Dans la rubrique Actualité, Jean-Marc Bellotti revient pour nous sur le combat de la FFMC contre les zones à faible émission. Et enfin, on évoquera le chronométrage en compétition sous toutes ses formes avec Valérie Voisin, chronométreuse à la FFM, un milieu de passionnés à découvrir absolument. Éric Deseine, c'est un plaisir de te recevoir. Par quoi on commence, Pascal, sur les fonctions d'Éric Deseine? Moi, j'ai envie de lui poser des questions liées à la compétition et à Yamaha, bien sûr, parce que tu fais toujours partie du board de Yamaha. Comment se porte Yamaha en compétition, Éric? Yamaha se porte plutôt bien. Après, évidemment, chaque championnat a ses propres caractéristiques. Donc, pour essayer d'être à peu près concis, on va dire qu'en endurance, on est dans le coup. On l'a montré sur les dernières saisons. On a été titré avec le Yacht il y a 2 ans. L'an passé, on était vraiment en bagarre pour le titre. Et c'est formidable, d'ailleurs, l'intensité de la bagarre entre Suzuki et nous. Oui. Chaque année, ça permet de maintenir le niveau de ce championnat de manière élevée. En motocross, globalement, ça se passe bien. On a toujours eu une grande culture de promotion de jeunes pilotes, notamment avec le team MJC en EMX 125, en EMX 250. Et on est totalement dans le coup pour ces 2 titres. Après, en EMX 2, Thibaut Bénistan, le pilote français, fait du Thibaut, ça veut dire un talent génial, et puis de temps en temps, il peut passer à côté. Et puis enfin, la catégorie reine avec Maxime Renault, qui est revenu d'une manière magistrale en remportant la victoire sur le premier Grand Prix. Je vais faire appel à vos souvenirs, messieurs, et après, on parlera, on évoquera quelques souvenirs, mais il y a 50 ans, c'était le premier titre de Yamaha en 500. C'était un certain... Alors attends, tu me dis... J'ai une petite question. Il y a 50 ans... Eh bien, en 500, c'était Ago. C'était Ago. Bah oui, c'était le titre d'Ago avec Yamaha. Premier titre en catégorie reine. Avec l'OW23. J'avais pas... Il faut connaître l'info. Pascal, on a ouvert la boîte à souvenirs. À toi de parler de souvenirs avec Yamaha. Et Motul, hein, bien sûr. N'hésite pas. Hein. Le titre 84 avec Christian, avec la 250. Christian Saron. Christian Saron, effectivement. C'est la première marque avec laquelle on a un lien très fort avec la compétition. Yamaha, ça fait la relation entre Yamaha et Motul.
Ça a un peu plus de 40 ans. Alors, les premiers titres des Français ont tous été avec Yamaha, puisque en 82, Jean-Louis Tournadre 250, c'était avec une Yamaha. Si on remonte, parce que c'est un titre, celui de Patrick Ponce, on est d'accord, on valide le titre mondial de la FIM. Confirmé qu'on maintenant on pouvait dire que c'était un titre mondial. On peut dire que c'est un titre mondial. C'était pas juste une coupe FIM. Donc Patrick Ponce, premier champion du monde français 79. En Grand Prix, oui, 750. On peut considérer que c'est des Grands Prix 750. Absolument. Donc c'est des Yamaha, toutes les premières. Et après, donc Christian Saron aussi sur Yamaha. Alors, ma question paraissait facile. Pourquoi il aime tant ça? Mais c'est un homme d'affaires. C'est quand même un dirigeant d'un constructeur important qu'est Yamaha. Et l'attachement qu'il a à faire en sorte que cette marque soit toujours leader, mais toujours leader, pas seulement dans le commerce, de vendre des motos, ça effectivement, mais c'est aussi dans la compétition. Donc c'est un homme qui s'intéresse aux résultats sportifs, mais également aux résultats économiques et commerciaux de la marque. Oui, parce que ce que tu nous dis, Eric, c'est que la compétition fait vendre des motos. On est d'accord. Parce que le lien, il n'est pas toujours établi. Oui. Non, mais il ne faut pas chercher à l'établir de manière trop primaire. La compétition permet à la marque de rayonner, de vivre, de s'exprimer d'une manière globale sur l'ensemble de l'année. Puisque, en plus, maintenant, les saisons, avec 21, 22 Grands Prix, les saisons, elles démarrent de plus en plus tôt et finissent de plus en plus tard. Il n'y a pas meilleur investissement pour un constructeur que la compétition pour être présent dans la tête des clients sur l'ensemble de l'année. Il n'y a pas meilleur. Alors après, évidemment, il faut faire des résultats. Mais globalement, ça permet de rentrer en connexion avec ses clients d'une manière incomparable. Je vous donne un exemple. Grâce au fait qu'on est présent de manière aussi large en compétition dans toutes les disciplines, en Europe d'ailleurs comme aux États-Unis. Aujourd'hui, quand tu prends les 20 premiers sites Internet mondiaux en termes d'audience qui traitent de la moto en général, pas qu'en compétition, en général. Il y a sans concession. Il y a sans concession, mais c'est un peu hors classe. Et bien, sur les 20, tu en as 12 qui sont en lien avec Yamaha et avec la compétition. Uniquement le site Facebook de Yamaha Racing Europe, c'est 6,5 millions de fans qui suivent. Donc, après, il faut entretenir cette communauté. Mais c'est un terreau formidable. Et puis moi, ce que j'adore, c'est que c'est un terreau sur lequel tu ne triches pas. Je veux dire, tu es en face. Aujourd'hui, en MotoGP, on en a bavé sur les dernières années, alors qu'on était champion du monde en 21, donc ça tourne très vite. Oui. Et se bagarrer contre un Ducati qui met tous ses moyens sur la vitesse. Alors maintenant, il commence à mettre un doigt de pied dans le motocross, on va voir. Oui, mais en tout état de cause, quand tu as en face de toi un constructeur avec les moyens du groupe VAG qui met tous ses moyens aéro-technologiques, ça te pique aux fesses. Hein. Oui. Et c'est excellent. C'est excellent. Parce que Jean-Claude disait toujours... Jean-Claude Olivier, le pape de la compétition et de la moto. Faut pas l'oublier. Il a été moteur, notamment avec la grande époque des Dakar, auquel il a participé, deuxième en 85. En 85. C'est une inspiration pour toi, évidemment. C'était aussi quelqu'un avec qui tu travaillais. Oui, ça a été une inspiration sûrement. Mais surtout, ça a été quelqu'un avec lequel j'ai travaillé pendant 20 ans, avec lequel on a partagé à la fois de l'expérience sur piste comme dans le bureau à essayer d'imaginer le futur. Et donc, comme c'était quelqu'un d'assez excessif, et finalement, on avait une grande complémentarité parce qu'il m'écoutait, parce qu'il savait que j'allais le tempérer sans dénaturer son ambition. Et donc, en fait, on a fait un formidable binôme qui, moi, m'a permis, en tout cas, de mûrir, de prendre aussi confiance en moi et de ne pas lâcher, parce que Jean-Claude, c'était un personnage... un tenace. un tenace, avec parfois des excès, hein, mais en tout état de cause, pour moi, il a été exemplaire dans la manière dont il a, lui aussi, su protéger la présence d'une marque Yamaha en compétition, malgré parfois des vents contraires qui aurait pu aider à arrêter. Quel souvenir tu as, toi, Pascal, de Jean-Claude Olivier, de l'empreinte qu'il a laissée sur la moto? Alors moi, j'étais un peu terrifié de m'asseoir à côté de lui quelquefois, parce que c'était effectivement, comme le dit Eric, c'était un excessif. Mais, et comme c'était un exemple, et c'était quelqu'un qui avait une personnalité mais énorme, on était tous un peu terrifiés. Donc, mais le souvenir, c'est quand il y avait des conventions Yamaha,
sa manière d'avoir le micro contre lui, et il prononçait des mots qui étaient un peu particuliers. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, quand il était sur scène, tout le monde était un peu impressionné par le charisme du bonhomme. Ouais. Et je remercie l'homme. On n'est pas dans la pommade, hein, mais c'est vrai qu'on le remercie d'avoir nommé Éric de Seine pour succéder à toutes ces histoires et à tout ce milieu et de l'entretenir. Et les années Dakar, tu en gardes un souvenir, quel souvenir toi, Pascal? Parce que Motul était impliqué aussi au Dakar. Bah, on était partenaire, on a été souvent partenaire de Yamaha au Dakar, mais il a essayé Vimont, ancien champion du monde de motocross. Il a essayé plein de choses. Il a essayé quelqu'un pour moi qui rentrera au Panthéon, qui est Stéphane Peter-Hansel, où on a vu ces garçons Charbonnier, Bakou, Merel, tout le monde. Et puis le drame d'André Malherbe. Ça veut dire qu'en fait, Jean-Claude avait une grande ambition, une grande exigence, et il voulait essayer d'attirer les meilleurs sur le team. Et André Malherbe, c'est un très grand, parce qu'il fait cette expérience sur le Dakar. 3e étape ou 4e étape, donc il se blesse, il se retrouve tétraplégique. Et moi, il m'a toujours beaucoup impressionné parce que j'ai revu André après cet accident pendant de nombreuses années. De temps en temps, on se croisait. Et toujours, il m'a dit, mais Eric, je remercierai jamais assez Jean-Claude de m'avoir donné la chance sur le Dakar. Quand tu vois les conséquences de cet engagement sur le Dakar et que tu as un homme comme ça qui a été multiple champion du monde en motocross et qui se dit, je ne regrette rien, c'est la beauté de la course. C'est la beauté de l'engagement en compétition. Et c'est pour ça que la moto et le sport moto restent exemplaires et doit continuer d'inspirer. Et donc, moi, je trouve que c'est formidable d'être un transmetteur de cette responsabilité. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup nourri, soutenu et encouragé. Eric, on a pu mesurer ton amour de la compétition moto. On s'est rendu chez toi, en Normandie, où tu as une collection de motos. On avait rencontré ton papa aussi, qui nous avait parlé, qui nous avait raconté une petite anecdote. Alors, on regarde tout de suite un extrait de Un motard, une histoire consacrée à Éric de Seine. Il avait 13 ans. Nous habitions Levallois dans une maison, parce que moi je travaillais à Levallois. Et c'était une maison très sympa, on y a été très très heureux. Ma femme était membre du conseil des parents d'un collège à Levallois où Eric était. Et un jour, elle reçoit un coup de téléphone du proviseur. Il lui dit écoutez, je suis désolé, mais Eric chahute, fait rigoler toute la classe, il va redoubler, ça va pas louper ça. Lui rentre à 5h ou 5h30 de l'école. Elle lui dit, je voudrais te voir. Elle était dans la cuisine. Elle lui dit, Eric, j'ai quelque chose de grave à te dire. Voilà ce que m'a dit ton proviseur, etc., ton directeur d'école, etc. Alors c'est dramatique. Maman, c'est pas grave. Ah bon, pourquoi? Parce que je veux faire, j'ai pas besoin de faire d'études. Ah bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être pilote d'essai de moto. 13 ans. Alors, la compétition, Eric, on pourrait en parler plusieurs heures. Entre toi et Pascal, on a vraiment la matière. J'aimerais parler du business, de la moto, de l'état de la moto aujourd'hui. Et il y a l'arrivée des Chinois, il y a l'arrivée de l'électrique, il y a plusieurs enjeux qui sont là. Tu fais partie de l'IMMA, qui est censé aussi réfléchir à ces problématiques, à ces stratégies. Comment tu vois l'avenir de la moto dans ce monde complètement fou aujourd'hui? Alors, évidemment, il y a plusieurs manières de répondre à la question. La première, pour rester simple, c'est que je vois l'avenir de la moto de manière très favorable. C'est très positif, à l'échelle du globe, à l'échelle du monde. La deuxième chose... Parce que c'est un instrument de liberté? Non, c'est parce qu'aujourd'hui, la moto, ou le deux roues motorisé dans son ensemble, reste un facteur de progrès social pour beaucoup de populations dans le monde, parce que nous sommes le moyen de transport individuel le plus économique qu'il peut y avoir pour les populations dans le monde. Et donc, il faut comprendre que quand tu abordes les enjeux industriels de la moto à l'échelle mondiale, on est encore dans beaucoup de territoires, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Inde, une partie de l'Asie, sur un véhicule qui apporte
aux populations l'accès au travail, l'accès aux soins, l'accès à une forme de loisir et de liberté on en revient à la mobilité que personne d'autre ne peut économique, apporter. Ouais. Donc ça, ce facteur-là, cette réalité-là, elle demeure extrêmement intacte. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il se vend à peu près, parce que les chiffres chinois ne sont pas connus de manière peut-être suffisamment précise, mais il se vend à peu près 60 à 80 millions de véhicules par an, d'euros motorisés, quand il s'en vend qu'1 million en Europe. Donc, il faut voir que l'Europe, en termes de volume, reste extrêmement minoritaire. Donc, cet enjeu-là, il est encore très compris, très important, et c'est ce qui porte l'industrie. Après, tu as 2 enjeux sur lesquels nous, en tout cas, on combat, on prend des postures au niveau de l'IMA, et sur lesquels j'ai été intervenir dans pas mal de conférences, c'est la décarbonation et la sécurité routière. La décarbonation, c'est un enjeu de planète, et la sécurité routière, c'est un enjeu de société sur lequel il faut qu'on arrive à aider les gouvernements à mieux aborder ce sujet de la sécurité, parce qu'il y a encore trop d'États qui ne comptent même pas les accidents sur les routes, qui préfèrent mettre un mouchoir pudique là-dessus et s'en fichent, alors que nous, on estime que c'est aussi notre responsabilité d'accompagner les populations sur le plan de la sécurité. La décarbonation, aujourd'hui, il y a plusieurs manières de l'aborder. L'Europe l'a abordé d'une manière extrêmement dogmatique, en poussant beaucoup l'électrique pour l'automobile. Heureusement, nous, la moto, on est à part. On n'est pas concerné par la fin du moteur thermique en 2035, qui devrait être revu pour l'automobile. Je ne vois pas comment ils vont tenir. Sous l'impulsion de nombreux constructeurs. Oui, et puis même sous l'impulsion du réalisme, de la réalité. Bon, donc, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les BRICS, c'est-à-dire les pays émergents, ont abordé le sujet de la décarbonation, c'est-à-dire respecter les accords de Paris, où il faut réduire ses émissions de 50% par rapport au référent 2018 à peu près. Et là-dessus, tout le monde va y arriver, mais avec des moyens différents. Et le principal moyen abordé par l'Inde ou le Brésil, par exemple, c'est de changer la nature du carburant. C'est-à-dire garder des moteurs thermiques, garder l'économique, mais par contre aborder des nouveaux carburants, y compris des carburants verts, produits localement, les biocarburants, qu'on appelle maintenant éco-fuel, qui sont de l'éthanol 85, 90, produits à partir de canne à sucre ou de maïs localement. Et dès l'instant où tu réduis toute la chaîne d'approvisionnement, toutes les émissions carbone associées au pétrole, ça veut dire l'extraction, la recherche, l'extraction, le raffinage, le transport, tu réduis de 50 à 60%. Le lien avec Motul est tout trouvé, puisque c'est aussi une problématique que vous abordez de front chez Motul, cet enjeu d'économie bien sûr. Circulaire. Sur la décarbonation, on a les emballages. Chez nous, ils sont tous issus de la récupération les huiles régénérées. Et les huiles régénérées. C'est 50 millions de tonnes d'huile de vidange. 50 millions de tonnes d'huile de vidange qu'aujourd'hui, on arrive difficilement à contrôler, quoi. Alors, on va les utiliser sur certains bateaux pour transporter certains conteneurs, mais nous, on travaille énormément sur le sujet. Et vous travaillez, vous arrivez à échanger les grands acteurs industriels entre Yamaha ou Motul, ou c'est chacun dans son coin, et peut-être un jour il y a des conférences qui... Évidemment qu'il y a des ponts, évidemment que les services R&D se parlent. On a tous les constructeurs ont des manufacturiers pétroliers, huile, carburant ou autres, avec lesquels on travaille en amont. Aujourd'hui, si on prend Yamaha, on a un accord avec Eneos depuis un certain nombre d'années. On a eu un accord très longtemps avec Motul. Et Eneos, ils sont producteurs de carburant. Donc on est sur les carburants de synthèse, on est très en amont avec eux sur ce qui sera applicable au marché à échéance 5-10 ans. Donc, heureusement que ça travaille de manière conjointe. Quelle question t'auras posée à Eric sur les enjeux de demain, Pascal, sur les enjeux, je ne sais pas, on parlait de sécurité, on parlait de décarbonation, on parlait d'enjeux aussi de liberté, peut-être ? Principalement de liberté. Parce qu'effectivement, notamment en Europe et notamment en France, les ZFE, quand on voit tout ce qui nous tombe dessus en France, alors que si vous allez en Afrique, qu'elle soit centrale, l'Est, à l'Ouest, au Sud, déjà, ils ne portent pas de casque. Donc quand on parle de sécurité routière et qu'on voit qu'en Europe, on a des lois qui nous tombent dessus quotidiennes, et qu'effectivement, en Afrique, tout le monde se pose la question, comment peut-on équiper certains pays d'Afrique qui ont des revenus mensuels de 50 à 60 euros ?
Comment on peut dire à quelqu'un qui roule avec une 125 ou une 250, adaptée à l'Afrique, de porter un casque et d'obliger tous ces pays d'Afrique de porter des casques? C'est une question qui a été posée au niveau mondial sur le nombre de morts. Il faut voir le nombre de morts qu'il y a en Afrique en 2 roues, parce qu'effectivement, la sécurité routière, comme le disait Eric, il n'y a absolument aucune règle. Mais pour revenir à ta question, moi je crois que l'enjeu actuel le plus important à l'échelle franco-française, c'est vraiment la protection de la liberté. Je trouve qu'on est dans une contrainte de l'usager qui devient insupportable, mais insupportable. Y en a une qui n'est pas ma copine, elle n'est pas loin d'ici, à l'hôtel de ville, là. Elle commence à me fatiguer sérieusement. C'est étonnant. Bah, on en parlera à notre réalisateur qui la soutient depuis de nombreuses années. C'est fatigant parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une forme de... c'est agressif, ce qu'on fait par rapport aux usagers d'une mobilité individuelle. Or, tout le monde ne peut pas rouler à vélo. Les familles, tu as besoin d'avoir une bagnole avec un peu de volume. Et pas de bol, ta voiture, elle fait plus d'une tonne 6. Moi, je trouve ça scandaleux. Une heure de parking aujourd'hui à Paris, c'est 23 €. Ouais. Tu n'as pas mis ton ticket de parc-mètre, c'est 255 € d'amende. C'est asocial. Je trouve que c'est un acte d'agression par rapport au peuple, j'ose le dire, qui est insupportable. Et je ne comprends pas comment les politiques peuvent aller dans des décisions qui soient aussi sévères, aussi dogmatiques, et qui endommagent la qualité de vie du citoyen. Et qui ne tiennent pas compte du facteur de mobilité, la mobilité, c'est la fonction qu'est la moto. Je m'étais amusé il y a quelques années, parce que justement, pour l'ONU, je devais faire un petit speech, etc. J'étais reparti, évidemment, à l'éternelle Déclaration des droits de l'homme. Dans les déclarations des droits de l'homme, il y a un article extrêmement clair qui affirme la liberté de déplacement de chacun qui doit être protégée. Aujourd'hui, cette liberté de déplacement, on te la met sous contrainte, parce qu'on considère que tu as des moyens de déplacement qui seraient contraires à l'intérêt des populations. Eric, tu connais Jean-Marc Bellotti? Oui, évidemment. Ouais, de la FFMC, la Fédération Française des Motards en Colère. Eh bien, nous sommes allés à sa rencontre, lui aussi, et très remonté, notamment sur les ZFE. Eric Communier, notre réalisateur, est allé à sa rencontre. On regarde ça. Alors les ZFE, ça date pas d'aujourd'hui, tout le monde commence à en prendre conscience aujourd'hui, mais ça date depuis bien longtemps, puisqu'en fait, c'est déjà arrivé en 2010, et ça s'appelait les APA, les zones d'action prioritaire de l'air. À l'époque, c'était une directive, enfin une volonté européenne de agir contre la pollution, ce qui est une volonté tout à fait normale et logique. Et à l'époque, c'était, je crois, Nathalie Kosciusko-Morizet qui était là, et sous le mandat de Sarkozy, on était déjà allé la voir. On disait attention, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est une mesure extrêmement antisociale. L'écologie, oui, mais à ce point-là, aussi punitif que ça, aussi restrictive, ça va vous péter au nez un jour. Et bon, bref, ça s'était un peu calmé après. Ensuite, c'est devenu les ZCR, zones à circulation restreinte. Puis comme le nom était un peu violent, ils ont changé. Ils ont appelé ça zone à faible émission. C'est ce qu'on a aujourd'hui. En fait, une zone à faible émission, ça fonctionne avec une vignette critère. La vignette critère, elle est en fonction des années du véhicule. Et bien ça tend tout simplement à dire aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf ou un véhicule électrique, de leur dire vous n'avez pas les moyens d'acheter ça, vous restez chez vous, vous n'avez plus le droit de rentrer dans les grandes villes. Et c'est même pire que ça, parce que dans les grandes métropoles qui prennent ces ZFE, qui se mettent à mettre en place des ZFE, eh bien, en région notamment, non seulement les gens ne pourront pas accéder aux grandes villes, mais comme il y a des villages qui font partie de ces grandes agglomérations, les gens qui habitent dans le village où il n'y a pas du tout de transport en commun ne peuvent même pas sortir de chez eux parce qu'ils seront en illégalité, parce qu'ils ont un véhicule trop ancien. Donc en gros, on est en train d'impacter pratiquement 13 millions de véhicules, aujourd'hui 13 millions de véhicules, et comme il n'y a pas qu'une personne par véhicule, environ 20 millions de Français, en leur disant vous ne pouvez plus utiliser votre véhicule, vous ne pouvez plus vous déplacer pour aller travailler, pour sortir, pour emmener les gosses à l'école, etc. On marche sur la tête. L'Europe a dit qu'il faut mettre en place des ZFE. Mais comme nous, en France, on est toujours mieux que les autres, on fait toujours de la surproduction d'administration et d'interdiction des de ça, eh bien, on décide de mettre en place des ZFE. Donc, ces zones à faible émission. Mais il y a plein d'autres choses à faire.
Je veux dire, parce que la pollution, effectivement, elle vient en bonne partie du transport. Mais c'est pas en tapant sur les citoyens qui n'ont pas les moyens de se déplacer que ça va arranger les choses. Ils mettent tellement de dérogations en place que leur truc ne sert même plus à rien. Il y a tellement de gens qui peuvent quand même rouler dedans que le truc ne sert plus à rien. Et en gros, le peu de véhicules qui seraient impactés, qui vont de toute façon à un moment donné mourir de leur belle mort, eh bien, ça ne va pas changer grand-chose à la qualité de l'air. D'autant plus que si on décide ça, ces ZFE, ça veut dire que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs véhicules trop anciens? Soit ils les vendent, mais ils ne seront plus achetables, puisque personne n'en voudra, soit ça sera vendu à l'étranger ou ça sera pollué ailleurs, soit on les détruit. Alors si on les détruit, impact écologique, d'accord, de détruire un véhicule qui fonctionne encore, pour impact écologique, en refabriquer un neuf, d'accord, donc à un moment donné, il faut arrêter. Et puis les gens n'auront pas les moyens de s'acheter ce neuf, et puis de l'entretenir surtout. Donc ces ZFE, c'est un truc complètement hallucinant. Évidemment, les écolos, ils poussent ça à fond, mais ils ont juste oublié que c'est une mesure totalement antisociale qui ne peut pas être acceptée, qui ne peut pas être validée par la population. Là, l'écologie, oui, évidemment, mais la punition, non. Parce que si on continue à faire passer l'écologie pour une punition vis-à-vis de la population, jamais les gens ne prendront la conscience de l'écologie et jamais les gens n'iront dans le bon sens de l'écologie, parce qu'ils vont la refuser systématiquement. Pas mal d'élus qui ont voté, de droite ou de gauche, qui ont voté cette mesure, commencent à prendre conscience et se dire on va prendre ça en pleine gueule. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement style gilet jaune qui va se remettre en place, parce que quand les gens vont se rendre compte... Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte parce qu'il n'y a pas de verbalisation, il y a de mise en place, il n'y a pas de répression mise en place encore. Mais le jour où ils vont mettre en place les caméras, les machins, etc., ou que les flics vont se mettre sur la route pour arrêter les gens en disant vous n'avez pas le droit de rentrer dans la ville, là, il va y avoir un vrai problème, parce que les gens ils vont être au pied du mur, et comme d'habitude, c'est au pied du mur que les gens se réveillent, malheureusement, et bien là, les gens vont se dire mais attendez, je ne peux plus bouger, c'est ça. Et là, il va y avoir un vrai problème social, et il va y avoir des gens qui vont sortir et qui vont s'élever. Donc pour éviter encore un mouvement comme ça, ça serait bien que nos chers élus prennent conscience qu'il y a un vrai truc qui n'est pas possible à mettre en place, et s'ils n'ont pas compris, je pense qu'il y a un truc qui va se mettre en place, effectivement. Et on en sera, pas les meneurs, mais en tout cas les instigateurs, parce que c'est pas possible de laisser faire un truc pareil. Voilà, le chapitre colère est clos. On va reparler de compétition, on va boucler la boucle, Eric, parce que c'est ce qu'on aime, la compétition. Tu as écrit un livre qui s'appelle Légendaire, qui marche très bien, et tu nous en parles. Ce livre Légendaire, c'est 40 portraits. 40 portraits, ouais, 40 personnages. Qui vont de Jean Murit, grand concessionnaire parisien, évidemment je commence par mon père, mais Jean Murit, qui vont à Jean-Claude Olivier, évidemment à qui je consacre un moment important, mais Eric Offenstadt, Patrick Ponce, Christian Saron, Steve Baker, Freddie Spencer, etc. Parce qu'avec tous, j'ai eu une expérience de vie. Et finalement, tout en parlant d'eux, en creux, je raconte aussi... c'est pas un livre de journaliste, c'est un livre de vécu. Il est toujours en vente, ce livre. Alors, le problème, chez Casa Édition, il est sorti. Oui, alors c'est Casa Édition qui l'a fait, mais à ma connaissance, ils en ont plus. On en a fait 10 000 quand même, 3 500 en français, 6 500 en français, 3 500 en anglais. On peut parler de succès d'édition quand même. Je ne sais rien, parce que l'idée, c'était de le partager. Et là où je suis content, c'est que j'avais dit depuis le départ que je ne voulais pas en faire une histoire d'argent, ce qui fait que moi, les revenus de l'auteur, qui sont bien maigres, mais tout de même, j'ai décidé de les redonner au fonds de dotation pour la sauvegarde du patrimoine du sport moto. Et ça m'a permis, on a fait la photo il y a 3 semaines, de remettre à Sébastien Poirier et à le président de la Fédération française de moto. Le président de la Fédération française de moto, et Jacques Bussillet, qui préside en ce moment le fonds de dotation, un chèque de 25 000 €, qui était l'ensemble des revenus liés à la vente du livre. Alors, on n'en trouve plus sur Amazon, tout ça. Il est même spéculatif. Vous le trouvez à 200 balles, donc il ne faut pas l'acheter. Mais il y en a encore sur la boutique de e-commerce de Yamaha. Tu l'as eu, toi, Pascal? C'est là où je sais que... Non, tu l'as pas eu. Non, je l'ai pas eu. Ah ouais, il va falloir négocier. Il va falloir négocier dur. Je dirais, non pas que je m'en foute, mais pas du tout. Mais moi, je connais cet homme. Donc, depuis longtemps, j'écoute tout ce qu'il vient de raconter, peut-être vécu. On y passerait la journée. Non, mais toutes ces histoires, il remercie les gens qui lui ont permis de l'écrire et de pouvoir le vivre. Et je pense profondément qu'il parle avec son cœur en expliquant tout ça. Et toutes ces histoires, elles peuvent être vécues par tout le monde, par n'importe qui. Il faut juste avoir envie
comme il le dit, rencontrer les bonnes personnes. Alors les personnes qu'il a rencontrées, c'est autant de faits qui ont jalonné ton parcours, évidemment, Eric. Évidemment. Mais après, il faut aussi soi-même avoir l'humilité de s'adapter à ces gens-là et de faire en sorte que d'un seul coup, ils se disent, tiens, ce petit... allez, on va essayer de l'accompagner, celui-là, on peut lui... Et moi, j'ai vécu des histoires d'amitié formidables avec des Alain Chevalier, avec des Christian Leliard, avec des... Qui étaient impliqués, qui faisaient des trucs, et moi je me suis mis dans leur ombre et je faisais le caméléon, quoi. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais parce qu'il y a des moments, tu sais, moi mon parcours. Il y a beaucoup d'humilité quand même aussi dans cette démarche, parce que toi aussi, non, mais je pense que c'est aussi beaucoup de lucidité. C'est beaucoup de lucidité, et c'est un message d'encouragement pour des jeunes en se disant c'est possible. Mais par contre, il ne faut pas que j'attaque les choses avec le melon. Moi, je te donne un exemple. La reconnaissance est importante. Non, il y a la reconnaissance, préalable. mais même, je pense que c'est une question de lucidité. Moi, quand j'ai fait le Dakar, j'ai explosé en vol au bout de 8 jours parce que j'étais pas prêt. J'avais voulu faire une moto d'usine et tout a pété sur toute ma préparation est partie en éclats. Et parce que le Dakar, c'est une épreuve où tu découvres tes propres limites. Et donc, ça se respecte. Mais pour apprendre le Dakar, c'est bien de démarrer en bas. On m'a dit un jour, ah oui, tu l'as fait en façon mal. Je dis oui, mal, mais sans mal, parce que nous, il n'y avait pas de mal. Donc moi, j'y suis allé vraiment. La formule mal moto. Oui, sauf que moi, je n'avais pas de mal. Mais en tout état de cause, c'était l'humilité. Quand j'ai des jeunes qui viennent me voir et qui m'écrivaient en me disant, je voudrais partir sur le Dakar, et qui te font un budget où tu as la moto d'entraînement, la moto de course, le camion, l'assistance, le motorhome, le machin. Les mecs, ils visent déjà d'être pilote d'usine. Mais je lui dis, mais t'as rien fait encore. Ah ben non, mais seulement, si je veux partir sur le Dakar, il faut tout ça. Ben, je lui dis, commence par rouler, commence par montrer que tu sais rouler, puis on discutera ensuite. Et donc, ce bouquin-là, il rappelle qu'il faut peut-être revenir à l'essentiel. Faut oser construire son parcours de vie, qu'il soit en compétition ou dans la vie normale, step by step, et qu'au départ, t'écoutes plus que tu dis. Et puis tu fais plus que tu commandes. Et puis, à force de savoir faire, et ben peut-être un jour, on te file les clés du camion. Mais ça se construit. Mais si tu as le cœur, si tu as l'envie, si tu as la motivation, mais attends, tout est possible. Moi, je continue à essayer. Là, je suis avec Lucie Boutseul, par exemple, qui est une nana formidable. Qui a roulé à Assen, qui a fait un bon résultat, top 10. Qui a fait top 10, top 8, elle fait 8 ou 9 dans la deuxième course. Une fille comme Lucie Boutseul, c'est formidable. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu son contact, je l'ai contacté volontairement, je lui dis de quoi tu as besoin. Elle me dit du budget. Je lui dis ben ça va être compliqué, mais je peux par contre t'aider. Et j'ai essayé de lui ouvrir des portes et j'essaie de suivre ce qu'elle fait parce que à un moment, faut tenir la main. Mais là où je dis qu'elle est formidable, c'est qu'elle m'a envoyé son rapport de course hier. Elle explique là où elle en est, là où elle est, avec beaucoup de lucidité. Donc il y a la transmission aussi dans tout ça. Il y a ce qu'on reçoit et ce qu'on donne. Pascal, toi, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui t'ont inspiré dans ton parcours aussi? Oui, Eric citait Jean Murit. Moi, à 13 ans et demi, j'étais apprenti rue Lacordaire chez Jean Murit, apprenti mécanicien. Donc j'étais... Toi aussi, tu avais les yeux comme ça. Ben oui, et j'étais suivi par Monsieur Assante, qui avait son gendre, qui était Michel Rougerie. Et j'allais à l'école avec Guy Assante. Donc c'est sûr que... Michel Rougerie, grand pilote des années 70. Et oui, donc bercé par les mêmes choses qu'Éric. Et on parle d'humilité. J'ai jamais vu Eric de Seine dans une Ferrari débarquer, et ainsi de suite, ou dans des Porsche, ou dans des trucs extraordinaires. On a toujours vu Eric de Seine débarquer sur les circuits, soit une voiture de loc, mais surtout avec l'envie de côtoyer toujours les pilotes, toujours proche des pilotes. Et encore une anecdote sur Yamaha. Vous allez au MXGP, c'est le seul constructeur qui a des motorhomes avec des tentes. Les autres, ils ont des aquariums, donc ils éloignent au maximum le public du constructeur et des pilotes. Et c'est la seule marque Yamaha, il y a 4 motorhomes où le public peut regarder les machines être réparées par les mécanos. Et le passionné, il est devant la structure de Yamaha, mais ça prend 4 heures à monter, 4 heures à démonter. Alors que les aquariums, c'est 1 heure à monter, 1 heure à démonter. Yamaha est resté proche du peuple.
et proche de ses consommateurs. Merci Eric. Pascal, tu restes avec nous parce qu'on va continuer à parler de compétition. On va recevoir Valérie Voisin parce qu'on parle de chronométrage. Qui dit compétition dit chronométrage, on est bien d'accord? Oui, absolument. Et c'est formidable de mettre en valeur ces métiers de l'ombre, sans qui, je veux dire, sans la Fédé, on serait nulle part. Et donc, c'est très important d'avoir... Les bénévoles sont absolument capitaux et il faut reconnaître la valeur de leur travail qui est exemplaire. Et le chronométrage, c'est plus compliqué qu'il y paraît, et même très compliqué. On va en parler tout de suite avec Valérie Voisin. Power Sport News, la suite avec Valérie Voisin qui nous a rejoint. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc Pascal, Valérie est chronométreuse pour la FFM, hein, c'est ça, région Île-de-France, c'est ça Valérie? Oui, je suis affiliée en Île-de-France, oui. Voilà, et tu fais ça depuis quand? Depuis plusieurs décennies, on va dire. Ouais. Oui. Alors j'ai commencé, c'est une histoire familiale parce que mes parents habitaient proche d'un terrain de motocross, pour le citer Sept-Meules, en Seine-Maritime. D'accord. Et puis je suis allée en spectatrice, j'avais une dizaine d'années. Et pour voir mieux, j'étais sur les épaules de mon papa avec un petit carnet que je posais sur sa tête et je notais les quelques premiers pour avoir le classement à titre personnel. En fait, c'est une passion. Je pense, oui. Et c'est quelque chose qui s'est nourri parce que j'ai un petit cousin qui s'est vite pris de passion pour la moto. Oui. Et donc, je l'ai accompagné. Et j'ai suivi encore les tours, etc. avec lui. Et j'ai été appelée par une équipe de... On disait pointeur, on ne disait pas chronométreur. Pointeur, oui, ça a d'autres significations, mais là, en l'occurrence, pointeur, voilà. D'accord. Okay. Donc j'ai participé à ces équipes de pointeurs, on va dire. Et puis au fil du temps, le responsable à l'époque m'avait demandé de participer à une formation qui a été menée par monsieur Claude de Villers, qui était affilié à l'AFC, Association française de chronométrage. D'accord. Et qui souhaitait mettre en place le chronométrage fédéral. Il souhaitait que la fédération puisse avoir son entité de chronométrage. Et donc j'ai commencé... Dans cette voie qui correspondait à une passion pour toi. Je pense, oui. Pascal, sans le chronométrage, il n'y a pas de compétition, on est d'accord. Et non, on voit le chronométrage, il a pris beaucoup d'importance avec le MotoGP. Parce qu'avant de regarder une course de MotoGP, ça se bat en dixième de seconde, en centième de seconde, et on a tous les yeux rivés sur le chronométrage. Le chrono, il a une importance capitale aujourd'hui. Quelqu'un qui ne connaît pas la moto s'aperçoit que le chronométrage, c'est hyper important. Valérie, quand à la fin des sessions, les pilotes trépignent et font la queue en attendant les feuilles de chrono et qu'après ils sont complètement scotchés sur leur chrono, ça te parle, ça te fait quelque chose? Alors on a la chance aujourd'hui d'avoir le live. Ah oui. Et de disposer de cette technologie qui permet à tout un chacun de pouvoir prendre connaissance de l'évolution des classements. Sur les smartphones, par exemple. Exactement. Voilà. Mais on en demeure quand même à ce stade de l'affichage papier, avec ce temps de... Alors, le chronométrage a évolué. Pascal, vous, Motul, vous êtes sur l'île de Man, sur le Tourist Trophy, où il y avait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, dans la ligne droite, ces grands tableaux avec des craies, où ils notaient les temps à la craie, les numéros à la craie. Ça, c'est une autre époque, mais c'est magique aussi. Ah bah oui, complètement. Complètement. Alors d'ailleurs, ce même monsieur, monsieur Claude de Villers, son premier bol d'or avec les transpondeurs, c'était avant 2000, je crois. Ouais. On était passé de... Les transpondeurs, c'est ces petits objets qui sont mis sur les motos et aussi dans les brassards des pilotes. Complètement. Voilà, c'est ça. Ouais. Et avant ça, il fallait prendre manuellement le pilote qui passait. Donc il y avait une impulsion qui était donnée avec un petit appareil qui s'appelait le tag, qui était relié à un ordinateur et les temps étaient calculés par les chronométreurs. Enfin, c'était un autre temps. Il fallait pointer. On a parlé de pointeur tout à l'heure. Il fallait pointer les numéros en fonction. Mais des fois, il y a des paquets.
Bien sûr, alors évidemment, mais je veux dire, le pointage, c'était simplement noter le passage du concurrent. Le chronométrage est devenu la mesure du temps, avec des outils de plus en plus performants. Et quand vous parlez de GP, on est vraiment à un stade au-dessus. Hein. Nous, on est petit par rapport au GP, mais l'ambition de la fédération, et notamment de notre président, Monsieur Sébastien Poirier, c'est de faire en sorte que le chronométrage fédéral évolue pour arriver à la pointe de la technologie et la performance et l'excellence, pour reprendre ces termes. On a été longtemps manuellement. Au début, on avait un chronographe mécanique. C'est ça. On entend clac-clac le bouton qui déclenchait. Donc, c'est entre le moment où le pouce appuie et le moment... Comme aux Jeux Olympiques. Comme aux Jeux Olympiques. Et puis après, on est passé au chrono à pile. Les impulsions étaient plus rapides. Et puis après, on a vu des planches de chrono. Il y en avait même 3. Et souvent, les femmes des pilotes, les assistants des pilotes, ils avaient 3 chronos sur la planche en bois dans le paddock. Et puis, ça clignotait dans tous les sens. Et c'est que depuis 2000 que c'est passé à l'électronique. C'est ça. Le chronométrage automatique avec le transpondeur. Alors Valérie, justement, on parle de transpondeur, c'est-à-dire le transpondeur, c'est un petit boîtier qui, à chaque fois qu'il passe devant une cellule, déclenche, envoie un signal et qui correspond au numéro de la moto et au pilote aussi, parce que les pilotes ont aussi leur propre transpondeur. Et donc, est-ce que dans ces conditions, ça enlève toute réclamation ? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est comme la VAR en football. Je pense qu'il faut être réaliste. Plus il y a des réclamations. Oui, il faut être réaliste. Alors lesquels, par exemple, quelques exemples. Alors, juste pour reprendre, quand vous parlez du transpondeur qui est sur le pilote, c'est lorsque ça concerne les courses avec plusieurs pilotes. Voilà, c'est ça. Voilà, pour la reconnaissance du pilote. Voilà, c'est ça. Donc, la moto est équipée d'un transpondeur lorsqu'elle va passer sur la ligne de chronométrage. Et même 2, un à l'avant, un à l'arrière, des fois. Alors, oui, on a eu l'obligation d'avoir 2 systèmes différents pour apporter une sécurité au résultat. On a eu ça, oui. À l'époque, je me souviens, on avait la société Chronelec qui apportait sa technologie et qui est aujourd'hui est ma grande référence en tout cas, parce qu'il a développé des technologies différentes en fonction des besoins des disciplines. Et puis on devait avoir une autre technologie, un autre fournisseur, en l'occurrence AMB à l'époque, devenu MyLapse. Et donc, il y a eu une époque où il y avait 2 transpondeurs sur la moto pour une sécurité et un backup. N'empêche pas les réclamations. Pourquoi ? Non, pas du tout. Parce que le transpondeur peut être perdu, le transpondeur peut être endommagé, défaillant. Parce qu'il peut y avoir une chute et le transpondeur n'est plus efficace. Hein. Donc, d'où la présence des chronométreurs dans le poste de chronométrage, avec cette possibilité d'apporter, comme vous disiez tout à l'heure, l'impulsion qui va permettre de remplacer ce que le transpondeur aurait apporté. Ah oui. Il y a des disciplines, le motocross, ils sont 40 ou 42 derrière la grille. C'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée au bout de 30 minutes plus de tours. Mais vous avez des courses comme le off-road en enduro, où effectivement le chronomètre a toute son importance. D'ailleurs, chaque personne qui sort de la spéciale, le premier geste que fait un enduriste lorsqu'il sort de la spéciale, c'est faire ce geste-là pour regarder le tableau qui affiche le temps qu'il a mis dans la spéciale et qui va déterminer celui qui gagnera la manche du week-end, donc le samedi ou le dimanche. Alors que les courses où c'est en paquet et c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée au bout de 30 minutes plus de tours, est-ce qu'il y a moins d'importance sur le résultat du premier qui passe la ligne d'arrivée comme en motocross qu'en enduro ? Je dirais que c'est la même importance en termes de mission du chronométreur. C'est-à-dire qu'il y a une concentration permanente, parce que la chance qu'on peut avoir sur le circuit, quand vous parlez de motocross et la course en circuit, c'est de revoir le pilote passer. Et aujourd'hui, le logiciel est fait de telle sorte, Arnaud Rousseau de chez Chronelec a développé un logiciel extrêmement efficace et magique, à savoir que si par malheur on a oublié un passage, le logiciel nous signale qu'il y a une double trame, un double temps, pardon. Oui. Donc on a un double temps, ce qui signifie qu'on a oublié quelque chose. Et là, le visuel orange nous dit attention, il doit y avoir un problème. Et là, on est sur une concentration permanente. Alors qu'à l'enduro, quand le pilote est sorti de la spéciale, on n'a absolument plus aucun moyen de le faire rentrer, de le faire ressortir de la spéciale. Il est rentré, il est sorti. Si on l'a oublié, on a oublié le pilote. C'est tout. Et est-ce qu'il y a des possibilités de triche ?
Par exemple, des pilotes qui couperaient une chicane, qui temporiseraient. Bien sûr. On a en vitesse la notion de track limit, par exemple. Si vous regardez, si vous regardez les résultats sur les écrans, c'est notifié track limit pour le numéro et ça apparaît aussi sur le live. Si vous allez sur le live, sur le site de la fédération, vous voyez apparaître ces quelques tentatives avec le track limit qui est spécifié pour le pilote concerné. J'ai une question sur l'organisation du chronométrage à la Fédé, parce que vous êtes combien dans le service chrono? Oh là là, je dirais qu'on est au moins 90 personnes. 90 personnes. Oui. On a plusieurs disciplines qui sont chronométrées. On va commencer par exemple par le sable, l'enduropal qui s'est déroulé en février. Donc c'est une technologie avec des antennes RFID et puis des codes barres, comme des codes barres qui sont collés sur la moto. Alors sur la moto à l'arrière et sur le casque du pilote. Ah d'accord. Ouais. Voilà, donc ça nécessite environ 800 pilotes pour un championnat de France, une épreuve de championnat de France ordinaire, je vais dire, et on va jusqu'à entre 2500 et 3000 quand on est à l'enduropal. C'est un casse-tête, donc c'est un casse-tête infernal. Voilà. Il y a toute la partie en amont, l'administratif, le technique, etc. Et puis ensuite, il y a le chronométrage en lui-même. Donc on est sur une connaissance de quelque chose de nouveau, puisqu'on apporte toujours quelque chose en fonction des besoins d'une discipline. Et pour connaître, on met des gens qui connaissent, qui vont peut-être former d'autres personnes intéressées, de manière à créer cette polyvalence. Est-ce que tous sont bénévoles ? Est-ce que tous vous êtes bénévoles ou non ? Alors, moi, je n'ose pas parler de bénévolat dans le sens où nous sommes dédommagés. Une indemnité kilométrique et une vacation pour la journée. Toi, Valérie, quelle profession tu exerces ? Moi, je suis dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, d'accord. Je suis directrice de SECPA dans un collège de l'Eure. Tu les chronomètres Non, mais ils s'intéressent beaucoup. J'ai des pilotes intéressés par la moto. Et j'ai la chance d'être tout proche d'un circuit connu, le circuit de Thomer-Lassogne, dans l'Eure, qui a accueilli les Grands Prix. Ouais. Et j'ai des petits jeunes qui me disent « Ah, madame, vous y serez, on va y aller peut-être, on ira vous voir. » Et c'est comme ça qu'on va chercher les jeunes, j'allais dire. Alors, on parle souvent, Pascal, des commissaires, sans lesquels il n'y aurait pas de course, on est d'accord, on les remercie dès qu'on peut, mais les chronométreurs aussi, grands oubliés de la compétition également, parce que sans chronométreur, parce que derrière le chrono, c'est évidemment de la technologie, c'est des machines, mais derrière les machines, elles ne fonctionnent pas toutes seules, les machines. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et comment vous pourriez, qu'est-ce qu'on peut dire à des jeunes ? Alors on cherche des jeunes pour la formation de la mécanique, on cherche des jeunes pour les formations diverses et variées, mais à un moment, comment vous sauriez, quel message vous pourriez passer à des jeunes, hommes, femmes, pour faire ce métier de chronométreur ? J'y pensais tout à l'heure un peu quand je vous parlais de mon jeune là, qui pratique la moto, qui rencontre Mike Valade tous les mois. Ah oui. Et qui me dit j'aimerais bien voir ce que vous faites. Mike Valade qui a été titré multiples fois en pit bike. En pit bike. Voilà, tout à fait. Ouais. Et j'ai vu rouler son fils ce week-end au mini-vert de Sanolf, circuit de la fédération. Myron, 6 ans. Qui a fait sa première compétition mini-vert. Ah ouais, vous êtes vraiment à fond, quoi. Et donc, pour répondre à votre question, j'aurais envie de dire, venez voir ce que c'est. Parce que c'est difficile d'en parler autour de la table. Ça, c'est cette vision, j'allais dire, théorique d'un fonctionnement. Et je pense qu'il faut vraiment être baigné dedans. Il faut être avec nous, il faut être derrière nous et voir l'ambiance qui règne et mesurer l'importance de chaque étape de la construction du poste de chronométrage. Parce que ça se prépare combien de temps à l'avance ? Ça se prépare évidemment pas le jour de la course. Vous arrivez le jeudi ? Non, alors nous, pour le motocross, en général, les courses se passent samedi-dimanche. Oui. Donc on arrive soit le vendredi soir, soit le samedi matin. Mais c'est un travail en amont. Complètement. De toute façon, il faut poser les cellules. Alors en amont, à la maison, déjà, il y a tout un travail de mise en place du système, comme si on y était, pour soulever d'éventuelles difficultés. On travaille avec des ordinateurs qui sont en réseau avec le décodeur. Donc tout ça, c'est une partie plus technique des informaticiens. Et moi, à mon niveau, je ne suis qu'une exécutante. Donc, je me protège en préparant à la maison. On prépare aussi l'épreuve avec Engage Sport, Manage Engage Sport, qui nous fournit les listes des concurrents avec toutes les informations sur le concurrent. Et puis, on va avoir l'attribution du transpondeur.
Et tout ça, c'est une mise en place qui se fait à la maison. Vous allez continuer? Ça s'arrête jamais, une passion comme ça? Je sais pas. Je sais pas, parce que bon, on sait pas. Bon, en tout cas, je sais que les pilotes, une feuille de chrono comme ça, ils peuvent passer des heures, plus sûrement que sur des réseaux sociaux. Oui, c'est important. Et je pense qu'une évolution intéressante serait justement d'apporter des secteurs aussi au motocross. Parce qu'on a les secteurs en vitesse. En vitesse, les boucles intermédiaires permettent des secteurs. Et je pense que c'est très important pour les préparateurs, pour les accompagnateurs, les mécaniciens, d'observer les différents secteurs de leurs pilotes. C'est un travail pour travailler le pilotage. C'est un vrai outil. C'est un vrai outil, en tout cas, qui est utilisé par les pilotes de vitesse. Les secteurs sont disséqués entre les pilotes qui savent où ils sont bons, où ils sont pas bons, dans quel secteur. Et en termes d'évolution, je pense que vous avez raison d'y penser tout à l'heure. L'évolution serait peut-être de pouvoir permettre des secteurs sur... alors on a là la discipline phare, le super motard, l'élite, le mini-vert qui devient aussi une belle compétition. Avec la première épreuve du mini-vert, il y avait plus de 200 pilotes. Ce week-end à Saint-Nolf, on était autour de 150 quand même, et ce sont les vacances. Mais voilà, je pense qu'il faut permettre aux pilotes de mesurer son temps sur des secteurs du circuit. Merci. Là si quelqu'un il va regarder l'émission et il dit je veux être chronométreur, il fait comment? Il appelle qui? Alors, il appelle la fédération, le directeur des sports et de la réglementation, M. Hubert Marc, et on a aussi notre attaché au chronométrage, M. David Bournisien. Parce que en fonction aussi, oui, vous connaissez bien. Donc, en fonction du lieu de domicile, on va permettre aux gens d'aller observer, d'aller découvrir, on va dire entre guillemets, cette mission. Parce que dans un premier temps, on n'amène pas les gens à faire beaucoup de kilomètres. On essaie de faire en sorte qu'ils découvrent pas trop loin de la maison. Donc là, en juin, début juin, on a 2 personnes qui seront présentes sur la 4e épreuve du mini-vert pour découvrir. D'accord. Voilà. Eh ben. Donc moi, j'invite les gens qui ont envie de devenir chronométreurs. Invitons les gens à venir découvrir le chronométrage avec Valérie, avec nous. Merci Valérie, merci pour ton éclairage sur cette discipline qu'est le chronométrage, passionnante et surtout très importante pour tous les pilotes, on le sait. Merci Pascal pour cette nouvelle émission et nous on se retrouve dès le mois prochain pour une prochaine émission Power Sport News. Salut à tous.